Alors moi du coup j'ai choisi mon stage au SAS à la CMME qui était déjà unité Covid depuis un mois. Donc je me suis en fait retrouvé directement dans l'unité Covid. J'ai pas changé en fait de travail au cours du temps. Ce qui était assez perturbant quelque part. Enfin ça aurait pu être perturbant mais comme je suis premier semestre, j'ai pas eu d'expérience en tant qu'interne autre que celle-ci. Et c'était hyper enrichissant. Enfin, je pense que c'était mieux de commencer par l'unité Covid plutôt que de changer. Et après, du coup, je suis resté 3 mois en tant qu'unité Covid. Mais après, là, j'ai repris un service normal, enfin, de psychiatrie classique, conventionnelle. Alors moi, j'ai travaillé au mois de novembre, décembre et janvier dans le stage que j'avais choisi, qui est le secteur du 16e arrondissement, donc avec de la psychiatrie adulte générale. Et courant janvier, on a appris que notre service avait été choisi pour qu'une des 3 unités d'hospitalisation, habituellement une unité fermée, une unité ouverte et un hôpital de semaine, une des 3 unités se transforme en unité Covid. Donc l'hôpital de semaine a été choisi pour devenir un relais de l'unité qui avait vu le jour à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale. Et à ce moment-là, on s'est dit que ça impacterait 3 mois de notre stage. On est 3 internes. Donc on a choisi que l'un de nous ira à l'unité en février, l'autre en mars et l'autre en avril. On a trouvé que c'était équitable et on a gardé une partie de nos activités du service pendant qu'on travaillait à l'unité Covid. J'avais de l'appréhension au début d'aller dans une unité Covid puisque j'avais peur d'avoir un côté très somatique et du coup de perdre le côté psychiatrique. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre aussi, donc il y avait cette appréhension un peu de l'inconnu. Après, cette appréhension, elle a vite diminué parce que j'ai eu des rendez-vous avec du coup le professeur Gorwood qui m'a expliqué le fonctionnement et que en fait j'allais faire de la psychiatrie et de la psychiatrie sur des patients qui avaient juste une PCR Covid positive mais qui n'étaient pas du coup symptomatiques ou légèrement symptomatiques. Du coup, ça m'a permis on va dire, de diminuer cette appréhension. Même si il restait quand même toujours cette appréhension de qu'est-ce que je vais faire du coup, est-ce que ça change ma pratique. Mais la prise en charge a été tellement bien soutenante de la part de mes chefs que je n'ai pas eu de soucis particuliers après. Voilà. De mon côté, il y avait surtout une appréhension collective du service du pôle du 16e arrondissement qui se sentait vraiment désemparé de devoir se séparer de 15 lits d'hospitalisation. Donc il y a une grosse organisation. Donc moi j'ai baigné dans cette appréhension collective les semaines et les jours précédant l'ouverture de l'unité. Mon appréhension individuelle, elle était moins grande parce que je connaissais les fonctionnements. Enfin, j'avais déjà travaillé en unité Covid. C'est aussi mon premier semestre d'interne, j'ai aussi 24 ans. Mais en fait, avant de passer le concours de l'internat de l'ECN, je m'étais portée volontaire pour travailler comme faisant fonction d'infirmière. Et donc, j'ai passé le mois de mars 2020 comme infirmière en pneumologie à l'hôpital Tenon. Donc, pour le coup, tout ce qui était de l'ordre pratique et du visuel, j'avais déjà une expérience. Alors, c'était des patients symptomatiques à l'époque, sans pathologie psychiatrique, en tout cas décompensée. Mais le côté organisation, transmission infectieuse, prévention avec l'habillage, les portes des chambres fermées, ça c'était familier, donc j'avais pas peur d'avoir un choc en arrivant dans l'unité. Mais je me demandais vraiment à quoi ça allait ressembler de prendre en charge des patients psychiatriques avec un besoin de soins psychiatriques, mais seuls dans leur chambre, sans activité, avec des soignants en tenue complète. Ça, je me demandais à quoi ça allait ressembler parce que je ne l'avais pas expérimenté.
Alors les besoins de l'unité Covid en psychiatrie, je pense que c'est des besoins qui sont collectifs. Dans la mesure où les patients en psychiatrie peuvent avoir du mal à comprendre les règles et le respect des gestes barrières. Par exemple, dans les secteurs, il est possible que les patients les enlèvent et aussi la promiscuité fait que c'est difficile aussi d'isoler. Je pense qu'il y a quand même deux types de patients en psychiatrie. Il y a les patients, il y a les maladies chroniques qui rentrent du coup dans ces pathologies que les patients vont avoir et vont conserver pendant de nombreuses années, et qui peuvent être bien traités par des médicaments qui permettent en fait un ancrage dans le soin, un ancrage aussi au niveau de la société. Ces pathologies-là, on sait qu'elles peuvent avoir des phénomènes de décompensation, des compensations qui peuvent être liées par exemple à des prises de toxiques, mais aussi dans l'histoire naturelle de la maladie, et qui nécessitent soit des adaptations thérapeutiques, soit une prise en charge plus soutenante, et ces décompensations peuvent se caractériser par du coup une perte du contact avec eux-mêmes et avec nous-mêmes du coup. Et cette perte de contact rentre du coup dans l'incapacité aussi à comprendre les règles de société, et d'où aussi l'hospitalisation en psychiatrie qui est nécessaire pour ces patients-là, pour les mettre en sécurité. Effectivement, les patients auxquels on a affaire, ils ont pour beaucoup des maladies psychiatriques chroniques dans lesquelles il y a une souffrance psychique aiguë, sinon ils ne seraient pas à l'hôpital, quel que soit leur PCR. Et cette souffrance, elle peut prendre des formes différentes, des formes d'anxiété, des formes d'agitation, avec un besoin irrépressible de bouger, de se déplacer, de crier, qui est une expression de la souffrance comme une autre. Et aussi avoir un fonctionnement connu de longue date, où la relation à l'autre, elle n'est pas claire, elle est dysfonctionnelle, et donc même les liens physiques, la façon d'interagir avec les autres, elle n'est pas celle qu'on connaît dans la société en général. Le rapport au corps, donc mettre un masque, ça peut avoir une valeur symbolique complètement différente. Se laver les mains, se laver, voir des personnes habillées en blouse bleue, ça peut complètement s'insérer différemment dans la compréhension du monde. Et en même temps, il peut y avoir un vécu de l'épidémie, son existence qui peut être remise en question dans le cadre de la pathologie psychiatrique. On a des patients qui débarquent en disant qu'ils ne croient pas au Covid, en lien avec leur maladie psychiatrique. Et donc, dans ces cas-là, le raisonnement, la pédagogie, elle n'a évidemment pas du tout la même implication que celle qu'on utilise dans les médias avec n'importe qui. Et il y a aussi une protection de soi qui n'est pas la même, qui n'a pas forcément la même valeur que pour tout le monde. Donc un patient qui vient parce qu'il a essayé de se donner la mort, il va être sensible différemment à la question de vous avez une infection, elle peut se transmettre, actuellement vous n'avez pas de symptômes mais on va vérifier ça régulièrement. En fait, c'est la souffrance psychique aiguë qui a suggéré, qui a provoqué l'hospitalisation, qui interagit avec toute la compréhension et la motivation aux gestes barrières. Il y a des patients qui sont assez désorientés, assez coupés de la réalité, en tout cas dans l'épisode actuel, qui ont tendance à ouvrir la porte, à voir ce qui se passe, qui ont besoin qu'on leur rappelle où ils sont, ce qui se passe, pourquoi ils ont besoin de soins, et qui habituellement peuvent se déplacer dans le service, peuvent aller voir un soignant, aller voir d'autres patients à qui on peut proposer des activités pour les occuper, pour observer comment on peut les aider. Pour qui là, ils ne pouvaient pas se déplacer, ils ne pouvaient pas eux-mêmes aller à la rencontre du soignant autrement que par un appel ou par une sonnette, ce qui n'est pas forcément évident pour eux. Et on pouvait leur proposer des occupations finalement assez limitées et individuelles. Donc ça, c'est typiquement des exemples où les soins changent beaucoup à cause de l'infection Covid, même si elle est asymptomatique. Je pense que ce que Pauline note bien
dans son explication, c'est qu'il y avait une perte de la collectivité et une perte du coup du rapport aux autres patients et aussi aux soignants. Ce qui impliquait en fait une modification ou une réorganisation de nous-mêmes, c'est-à-dire une hyper-présence des soignants dans les chambres. Hyper-présence qui se voyait par le fait que nous, en tant que médecins, on les voyait tous les jours, qu'on essayait de les voir, la prise des constants pour surveiller si le Covid ne s'aggravait pas sur le plan somatique, qui était certes nécessaire dans la surveillance de la pathologie et de l'infection, mais qui en fait était un moyen de créer du lien aussi, et de créer du lien vis-à-vis de l'extérieur. Et on était en fait les intermèdes entre les patients et qui en fait arrivaient quand même à, pas forcément à discuter ou à rentrer en lien, mais qui s'entendaient. Et du coup, qui a fait ça, pourquoi il a fait ça, enfin, je l'ai entendu toquer, enfin, et il y avait quand même ces interactions-là, et on faisait en fait le lien entre ces personnes-là. Et ça a modifié en fait, je pense, ce rapport-là, où du coup on était enfin, dans des secteurs peut-être plus classiques, les patients peuvent avoir tendance plus à nous solliciter par eux-mêmes, alors que nous, du coup, là, on inversait un peu la démarche, en se disant que comme ils ne pouvaient pas nous solliciter, c'était à nous de les solliciter en permanence. Donc on a essayé en fait de mettre en place des stratégies pour diminuer cet isolement qui peut être en effet se surajouter à la souffrance psychique et peut être vécu de façon beaucoup plus difficile par ces patients-là. Moi, j'ai trouvé ça surprenant comme organisation des soins. Ne serait-ce que sur le plan visuel, on arrive dans un service où on ne voit personne se déplacer, déambuler, et ça c'est très étonnant pour un service psychiatrique. On entend beaucoup moins de bruit, il n'y a pas de demande à chaque personne qu'on croise comme on en a l'habitude. Et comme le disait justement Nicolas, la nécessité de surveillance somatique finalement a créé un lien régulier avec la prise des paramètres vitaux, ces passages prévus avec aussi les passages alimentaires qui étaient plus courants que dans les autres services, venant du fait qu'apparemment il y avait besoin de plus manger dans le cas d'infection Covid. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit au début. Le goûter est très important quand on a une PCR positive. Donc finalement, moi, je trouve que le somatique qui pouvait nous effrayer au début en termes de prendre une place prioritaire et nuire aux soins psychiatriques, nous a apporté des outils pour faire un lien que nous, on ne connaissait pas et qui nous ont bien servi. Et moi, j'ai été étonnée, et j'ai partagé ça avec les équipes paramédicales, de voir que finalement, on répondait aux attentes très vite des patients, avec les passages réguliers, avec le fait que la demande individuelle de chaque patient soit entendue, avec une sonnette ou avec un appel. Finalement, il y a une réponse qui n'est pas toujours là quand on traîne dans le couloir et qu'on demande à quelqu'un dont c'est absolument pas le rôle. Finalement, les choses étaient cadrées et les équipes infirmières nous ont fait part d'une impression de plus répondre aux demandes des patients que quand ils sont tous à traîner dans le couloir ou dans des pièces et que il n'y a pas de cadre dans la demande, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon de demander des soins ou demander une information. Il y a aussi, sur l'organisation des équipes paramédicales, il y avait cette idée de diminuer du coup le nombre de tours ou de relèves et du coup d'avoir que 2 équipes, donc une équipe jour, une équipe nuit, ce qui faisait qu'elles travaillaient 12 heures d'affilée. Et ce créneau en fait, horaire créait aussi un lien qui était beaucoup plus important, il me semble, entre les patients et du coup l'équipe soignante, puisqu'ils passaient une journée ensemble. Et du coup, il y avait quand même cet élan aussi de dire je sais à peu près ce qu'il m'a demandé ce matin, je sais du coup, je vais essayer de l'adapter. Et je pense que ça aussi, ça a favorisé la création d'un lien qui était peut-être un peu plus, ou différent du moins d'une organisation classique. Et du coup, on essayait au maximum de répondre à des demandes pour avoir un lien avec l'extérieur, que ce soit avec des radios, nous on avait des tablettes aussi, et du coup qui permettaient de créer un lien avec l'extérieur et qui était, à mon sens, non négligeable et qui était
en fait, bien pour leur signifier qu'ils n'étaient pas là en prison, mais qu'ils étaient, ou en asile, mais qu'ils étaient là pour les protéger et pour aussi protéger les autres, et qu'on comprenait leurs souffrances et qu'on essayait d'adapter au mieux notre organisation. Organisation qui était, bon, moi je l'ai peut-être moins senti puisque elle était déjà le service en unité Covid depuis un mois, mais qui tâtonnait en fait aussi un peu constamment et qui essayait de trouver des solutions. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bénéfique en fait, de cette recherche constante de comment j'améliore le vécu du patient, et a permis aussi de voir des solutions qu'on n'aurait peut-être pas imaginées en temps normal, sans épidémie, quoi. Le fait qu'il y ait un renforcement des équipes en termes paramédical et médical peut-être pas, mais paramédical en tout cas, qui faisait qu'il y avait quand même une attention aux patients qui était renforcée, et la possibilité en fait pour les soignants de répondre à toutes les demandes en fait. Et je pense que ça a aussi permis un vécu moins traumatisant de la part des soignants, en tout cas dans le ressenti que j'en ai eu. La question d'être en nombre, elle a quand même été notée par absolument tous les soignants qui n'avaient pas travaillé avec cette qualité depuis très longtemps. C'est quand même mieux quand on a assez d'infirmiers et assez de médecins pour donner des soins de qualité. Pour ajouter encore une réflexion à la notion du lien, c'est vrai que quelque chose qui était très différent que notre pratique habituelle de secteur, de répondre à une population donnée qui est celle d'un arrondissement, en l'occurrence pour notre équipe. On a l'habitude que nos patients, ils aient affaire à la même équipe, à leurs hospitalisations successives et souvent aux mêmes médecins pour leur prise en charge ambulatoire. Et donc là, on s'est retrouvé avec des patients qui restaient à un temps donné, un temps déterminé par leur PCR, pas par les soins psychiatriques. Et après, ils retournaient vers une autre équipe. Et ça, c'est vrai que c'était aussi un vrai questionnement pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut construire en 14 jours et comment on peut faire une transition fluide vers, depuis l'unité d'hospitalisation qui a orienté le patient et vers l'unité d'hospitalisation qui va après recevoir le patient. Et moi, ça faisait partie de mon appréhension au début de me dire, en 14 jours, est-ce que je peux mettre le patient en confiance? Est-ce qu'on peut l'améliorer avec notre lien, avec nos réadaptations thérapeutiques? Est-ce que vraiment 14 jours, c'est autre chose que frustrant? Ce n'était pas du tout le cas finalement. Ça s'est passé mieux que ce que j'imaginais. C'est vrai que la temporalité en psychiatrie a une temporalité un peu différente du soin somatique et qui peut être beaucoup plus longue sur les adaptations thérapeutiques. Il suffit de voir les antidépresseurs pour voir que l'efficacité est à 2 à 4 semaines. Donc on ne voit pas l'efficacité de notre traitement, on ne peut pas faire non plus trop d'adaptation. Mais l'unité Covid a été très bénéfique pour un certain type de patients, on va dire, dans les pathologies. C'est des pathologies très aiguës, où on voyait vraiment une amélioration. Donc des pathologies très aiguës, donc d'agitation, de tension interne très forte qu'on peut avoir dans les décompensations maniaques du bipolaire ou dans les décompensations délirantes aussi du schizophrène. Et ces patients qui étaient les plus sévères en termes de pathologie psychiatrique ont été ceux quelque part qui ont le mieux répondu au cadre très strict et aussi à la temporalité trouvée de l'unité. Et qui questionnait aussi sur comment du coup on pourrait adapter pour le futur cette prise en charge. Enfin, en tout cas, il y avait eu ces questionnements. Alors, il faut dire que la technologie était quand même au cœur de nos réponses. Temporiser en disant qu'il y a un contact avec la famille, avec les amis, par le téléphone, en fonction des équipements que chacun amène et que nous, on peut compléter. C'était quand même la première réponse et la principale pour nous accorder un délai jusqu'à un contact physique. Après, on ne peut pas non plus faire ça pour le plein air, être dans un parc. Mais c'était important que les patients puissent parler avec leur famille. Je me souviens pas d'avoir eu finalement tant que ça de demandes Ouais, moi non plus. de la part des patients. On n'a pas eu à trouver énormément d'astuces.
Bon, parce que c'est vrai que les technologies ont permis quand même un maintien du lien. Pour des patients qui auraient eu normalement droit à des visites, on arrivait à organiser par exemple des FaceTime, enfin, ou des appels vidéo qui permettaient quand même de créer du lien. Et les patients étaient quand même au courant du fait qu'ils doivent être isolés, donc de ne pas le transmettre à leur entourage. Personnellement, j'ai un recul très positif vis-à-vis de cette expérience par la diversité des pathologies qu'on pouvait voir et qui étaient du coup d'un point de vue, on va dire, pédagogique très enrichissant. Après, on avait aussi une équipe qui était très soutenante et il y avait un lien qui s'est créé, donc comme j'en parlais juste avant, de cette temporalité différente des infirmiers et des équipes paramédicales, des 12 heures, bah, en fait, on avait un lien qui était extrêmement fort en fait, avec les infirmiers et avec les aides-soignants qui pouvaient du coup être un peu moins présents dans l'organisation actuelle avec du coup ces 3 temps de transmission et du coup qui a permis aussi d'être très soudés et ça aussi c'était très bénéfique et quelque part aussi de voir qu'on a pu participer un petit peu à la prise en charge de la pandémie était aussi quand même valorisant quelque part. Je pense que le recul personnel, il est... je ne saurais pas tellement dire. Moi, ce qui me marque le plus dans cette expérience, c'est l'impact institutionnel d'une telle unité. C'est vraiment les tensions, voire les conflits que ça crée de supprimer des lits à une unité pour pouvoir en rendre à des autres, des questions de légitimité, des questions de figures de décision, de réunions, de changements réguliers voilà, de conduite à tenir et de position. C'est vrai qu'on s'est retrouvés quand même sous le feu des projecteurs de toutes les décisions et les tensions de l'établissement. Et moi, je ne pensais pas du tout, en premier stage d'interne, d'être autant au courant de toutes les questions de réorganisation, de toutes les décisions, d'être sensibilisée aussi rapidement à la question des tensions sur les lits, à la question du nombre de soignants disponibles. Donc moi, je dirais que c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense à mon recul sur cette expérience. Moi, j'ai une expérience qui est du coup Covid, puis réorganisation d'un service psychiatrique normal. Je pense que ça a joué dans la relation qu'on a pu avoir et qu'on a pu continuer à avoir au décours de cette expérience avec les infirmiers et les aides-soignants. Quelque part, on a vécu la guerre ensemble. Bah, du coup, y a un lien qui s'est créé qui était beaucoup plus fort que je pense on aurait pu avoir dans un service normal. Après, moi, ce qui m'avait aussi beaucoup touché, c'est que on est dans une unité suicidologie addictologique, donc avec des patients qui sont plutôt en hospitalisation libre, avec des infirmiers qui n'étaient pas forcément à même qui n'étaient pas dans la volonté de soigner des patients qui pouvaient être un peu plus graves, un peu plus décompensés sur des pathologies psychiatriques sévères avec des soins sous contrainte, et de voir en fait quand même cette abnégation à soigner tout le monde et à cette sensibilité qu'ils avaient m'a beaucoup touché et aussi m'a beaucoup influencé, je pense, dans la pratique que je vais avoir future. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que je suis néo-interne et que je découvre le monde de la psychiatrie un peu plus largement que lors de mes études. Sur le rôle de l'interne, c'est vrai que pour moi, ça a fait un vrai changement de passer en unité Covid parce qu'il y avait peu de lits. Il y avait une unité dédiée avec un nombre limité d'intervenants, tandis que dans le pôle du 16e arrondissement où j'avais travaillé les 3 mois précédents, c'est énormément de lits, plusieurs unités, et il y avait beaucoup plus d'intervenants médicaux et paramédicaux. Donc c'était assez étrange d'être l'interne, le seul,
tout cas un jour donné. Et moi, j'avais tendance à être, je dirais, plus proche, de me sentir plus proche en tout cas des paramédicaux parce que ça m'évoquait mon expérience paramédicale en unité Covid. Donc c'est vrai que je me retrouvais à m'installer dans le bureau des paramédicaux alors que le bureau médical était vide parce que bon, les discussions s'installaient et c'est vrai que vu la taille du pôle 16e arrondissement dans lequel je travaillais jusque-là et où je retravaille désormais, on est toujours très nombreux. Donc on est beaucoup de médecins, on est plusieurs internes. Et là, ça faisait des après-midi avec un seul interne. Donc ça fait des liens complètement différents avec les autres corps de métier de l'unité. Quand on reprend l'histoire des patients qui décompensent ou qui sont là pour la première fois, il y a quand même souvent un mal-être qui correspond à cette chronologie de mars 2020 comme début. Puis en plus l'exacerbation des pathologies qui étaient déjà présentes. Enfin, dans notre service, du coup on fait du trouble du comportement alimentaire, qui ont été majorés à fond durant le confinement, puisqu'ils se retrouvaient en fait seuls chez eux face par exemple à leur cuisine, face à l'alimentation, et ça a explosé. En plus, on est une unité qui associe du coup la suicidologie, donc on voit aussi les primo-suicidants, les patients jeunes, le plus souvent, qui ont fait des tentatives de suicide. C'est vrai que ce mal-être autour du stress, du confinement, de l'isolement, et en fait de cet imprévu dans l'avenir a un impact majeur aujourd'hui. Et on s'en rend compte, mais tardivement, quelque part. Enfin, plus tardivement que... Et paradoxalement aussi, durant la première vague, le confinement, le premier confinement, il y a eu quand même aussi un effet d'apaisement, de pathologie, ou du moins de tentative de suicide, puisque il y avait ce sentiment que on est tous dans un désastre, mais du coup on se soutient tous, et ce sentiment de soutien collectif c'est un peu effrité avec le temps, et aujourd'hui on voit bien que rien que aussi notre rapport au monde extérieur, on n'est plus du tout autant soutenu que lors de la première vague. Et ça, les équipes qui avaient connu le Covid lors de notre première unité Covid disaient qu'ils avaient par exemple, ça pourrait être anecdotique, mais je pense que ça relève quand même de quelque chose, ils avaient de la nourriture constamment, ils avaient des pizzas, et depuis la deuxième vague, on est un peu oublié, ou du moins on passe un peu à travers, et je pense que ce côté un peu d'oubli ou de routine rend cet isolement et ce mal-être beaucoup plus prégnant lors de la deuxième vague que lors de la première, où il y avait quand même ce sentiment d'inconnu, presque de vacances quelque part, et aussi de soutien collectif. Enfin, Mais pour ce qui est du flux de patients psychiatriques, moi je trouve qu'on le voit beaucoup en ce moment. Je trouve qu'au niveau des lits, c'est quand même très tendu. J'avais plutôt en tête des moments de détente avec l'équipe. Ça avait quelque chose de particulier d'ouvrir une unité Covid dans un hôpital de semaine, parce que c'est un peu aux antipodes comme soins pensés, sachant que l'hôpital de semaine, c'est des patients qui, par définition, sont suffisamment stables pour ne pas être là le week-end. Il y a beaucoup d'activités, il y a un passage médical qui est plus espacé. Et donc, en fait, ne serait-ce que dans l'architecture, il y a des salles qui sont faites pour les jeux de société. Il y a tout un tas de matériel pour les jeux de société. Il y a une décoration qui est plus soignée, parce que s'il y a moins, c'est pas des patients des endroits où il y a des patients avec des risques matériels liés à l'agitation ou au arrêt suicidaire. Et donc on s'est beaucoup amusé. En tout cas, moi, je me suis amusée avec des collègues à voir le contraste qu'il y avait entre les éléments de décoration et la transformation en unité Covid. Donc, il y avait des chariots avec tout le matériel, charlotte, surchaussures, masque FFP2, surblouse. Et derrière, il y avait le mur peint orange flashy, et il y avait un panneau zen avec des petits galets, une cascade et un bambou. Et donc on se prenait en photo déguisé en Covid à côté
du tableau bambou. Et quand chaque secteur venait récupérer son patient, ils avaient des tenues originales. Donc il y en a qui sont venus en espèce de combinaison jaune. Et on a tenu à les prendre en photo devant le panneau zen. C'était voilà, l'humour qu'on a trouvé dans notre pratique. C'était un beau contraste. Mais je pense que le côté bénéfique de la création de nouveau d'une unité Covid, ça a permis de montrer que la psychiatrie n'était pas en fait extérieure à la prise en charge médicale de santé des patients. Et que la psychiatrie pouvait tout à fait remplir son rôle en dehors de la psychiatrie, que les patients psy n'étaient pas que des patients psy. Et ça, je pense que ça a été une expérience très bénéfique dans cette appréhension-là que peuvent avoir d'autres spécialités, voire la population générale. Et si c'était ça le message à retenir, je pense que c'est quand même ça, que les patients psy ne sont pas que des patients psy et qui peuvent avoir d'autres choses et que c'est important de les prendre en charge. Ce qui rentre aussi en écho avec tout ce qui se passe à l'extérieur et des comorbidités très importantes et en fait de la mortalité qui est liée non pas à des pathologies psychiatriques mais à tout le versant non psychiatrique qui n'est pas pris en charge puisque dénigré. Je crois que vraiment quelque chose à retirer de cette expérience, c'est que d'une part, il y a beaucoup d'éléments de notre pratique habituelle qui ont été remis en question et beaucoup d'idées qui ont été soulevées, de projets, de réorganiser les soins différemment, de les penser avec vraiment un intérêt pour cette question, un intérêt à regarder notre pratique différemment, une sensation de pouvoir se transformer, de pouvoir, y compris rapidement, proposer des soins adaptés à une nouvelle contrainte.